Je croyais rentrer chez moi après une journée ordinaire. Une de ces journées de chantier qui vous laisse une fatigue saine, le genre de fatigue qui vous fait apprécier le silence de votre maison. J'allais ouvrir une bière, embrasser ma femme, et parler de tout et de rien. Une soirée normale, dans une vie normale. Mais ce soir-là, une Mercedes noire était garée dans mon allée. Une voiture que je ne connaissais que trop bien, pour l'avoir vue sur des photos que je n'aurais jamais dû avoir. En entrant, je les ai vus. Ma femme, et lui. Son patron. L'ambiance était électrique, tendue, comme un câble sur le point de rompre. Ce que ma femme allait me demander dans les minutes qui suivaient n'était pas une simple conversation. C'était un ultimatum. Une proposition qui allait faire exploser les fondations de notre existence. Elle pensait avoir tout planifié. Elle pensait que j'étais faible, prévisible. Elle pensait que j'allais accepter. Elle avait tort. Personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer la tournure que prendraient les 10 prochaines minutes. Et comment cette soirée, qui avait commencé par une trahison, se terminerait dans le chaos, les sirènes de police et le sang sur le parquet que j'avais moi-même posé. Restez avec moi, car ce qui suit est l'histoire de la destruction méthodique d'une vie. La sienne. Je m'appelle Julien Moreau et j'ai 40 ans. Depuis 2 décennies, je travaille dans le BTP, le bâtiment et les travaux publics. Je répare ce que les autres cassent, je résous des problèmes avec des mains burinées par le travail et une bonne dose de bon sens. Aujourd'hui, je suis chef de chantier, mais je me souviens encore du poids d'un marteau, de la satisfaction de voir quelque chose de cassé redevenir entier. C'est un travail honnête. On ne peut pas mentir à des fondations. Soit elles tiennent, soit elles s'effondrent. Il y a 5 ans, j'ai épousé Claire Dubois. Elle avait alors 33 ans. Stratège en entreprise dans l'une de ces tours de verre de la Défense, où tout le monde porte des costumes qui coûtent plus cher que la mensualité de mon utilitaire. Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité. Mon entreprise réalisait des travaux de rénovation bénévole pour un refuge, et j'étais là, en train d'installer des luminaires sur rail. Elle était présente pour son réseau, une flûte de champagne à la main, sa robe de créateur captant la lumière que je venais d'installer. « C'est vous qui faites briller cet endroit », m'avait-elle dit. Je pensais qu'elle parlait de l'éclairage. Plus tard, elle m'a avoué qu'elle parlait de moi. L'attirance a été immédiate, malgré nos univers si différents, ou peut-être à cause d'eux. Elle disait aimer ma franchise, sans les jeux de pouvoir et le double langage du monde de l'entreprise. Juste oui ou non, casser ou réparer, la vérité ou le mensonge. J'admirais son ambition, la façon dont elle captivait une salle, comment son esprit avait toujours 3 coups d'avance. Nous nous équilibrions, ou du moins, c'est ce que je croyais. Notre maison est un pavillon de banlieue, 3 chambres, 2 salles de bain, rien d'extravagant. J'ai fait la plupart des rénovations moi-même, j'ai refait la terrasse, posé des moulures au plafond, transformé le garage en un véritable atelier. Claire m'apportait le café pendant que je travaillais, embrassait mon front poussiéreux et me disait combien elle avait de la chance d'avoir un mari qui savait construire des choses au lieu de se contenter d'en parler. Nous n'avons jamais eu d'enfant. L'agenda de Claire ne le permettait pas, directrice avant 40 ans, associée avant 45. Après que je serai associée, disait-elle, on pourra parler de bébé. Je respectais ça. Certains hommes ne l'auraient pas fait. Mais je n'ai jamais été du genre à imposer mon propre calendrier à quelqu'un d'autre. Notre routine était confortable. Je partais à l'aube pour les chantiers, avec mes chaussures de sécurité et mon thermos de café. Elle partait 1 heure plus tard, le claquement de ses talons sur notre parquet annonçant sa présence avant même qu'elle n'entre dans une pièce. Nous nous retrouvions au dîner, parfois un plat maison, souvent à emporter, pour partager nos journées. Ces batailles en entreprise, mes problèmes techniques, des langages différents, mais nous nous servions mutuellement de traducteurs. Il y a 6 mois, la traduction a cessé de fonctionner. Ça a commencé par de petites choses, un nouveau parfum, un truc français que je ne savais même pas prononcer, des achats de lingerie qui ne sont jamais apparus dans notre chambre. Elle a commencé à se soucier de son apparence comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. La salle de sport est devenue une religion. Son téléphone, autrefois laissé nonchalamment n'importe où, est devenu une extension de sa main. Nouveau patron, a-t-elle expliqué quand j'ai posé des questions sur les soirées tardives. Vincent Laurent. Il restructure tout le département. Je dois faire mes preuves.
Vincent Laurent. Même son nom sonnait comme tout ce que je n'étais pas doux, sophistiqué, il n'avait probablement jamais tenu un outil plus lourd qu'un stylo Montblanc. Au début, Claire le mentionnait avec désinvolture. Vincent pense que nous devrions réorienter notre stratégie, me disait-elle. Vincent a cette théorie intéressante sur la pénétration du marché, ajoutait-elle. Puis les mentions sont devenues plus fréquentes, plus animées. Ses yeux s'illuminaient en décrivant son sens des affaires. Quand elle parlait de nos projets pour le week-end, cette lumière s'éteignait. Notre vie intime, autrefois satisfaisante bien que prévisible, est devenue une obligation programmée. Quand je me tournais vers elle, elle prétextait l'épuisement. Quand c'est elle qui prenait l'initiative, cela semblait calculé, comme si elle cochait une case sur sa liste de choses à faire. 2 fois, je l'ai surprise à vérifier son téléphone pendant nos ébats, invoquant des urgences professionnelles. La 3e fois, j'ai arrêté d'essayer. Je ne suis pas naïf. 20 ans sur les chantiers vous apprennent beaucoup sur les hommes et les mariages. J'ai vu assez de bons gars détruits par des femmes malhonnêtes pour reconnaître les signes. La porte de la salle de bain verrouillée pendant les appels téléphoniques, l'intérêt soudain pour les dîners de clients qui, curieusement, se prolongeait toujours tard. La façon dont elle inclinait l'écran de son téléphone loin de moi quand j'entrais dans la pièce, les doigts volant sur le clavier avant de l'éteindre brusquement. Mais je suis aussi méthodique. On n'abat pas un mur sans savoir s'il est porteur. On n'accuse pas sans preuve. Alors j'ai observé. J'ai pris des notes mentales. Ces conférences téléphoniques du mardi soir, prises dans le garage. La session de stratégie du week-end qui a nécessité une nouvelle robe. Ce sourire, doux, secret, qui n'avait rien à voir avec celui qu'elle me donnait encore, et qui fleurissait sur son visage lorsque son téléphone vibrait. Mardi dernier, elle est rentrée à minuit. J'étais dans la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, faisant semblant de consulter des plannings. « Tu es debout tard », m'a-t-elle dit, sans vraiment croiser mon regard. « Gros projet demain. »« Et toi ?» ai-je répondu. Vincent avait besoin d'aide pour la présentation Horizon, a-t-elle répondu. Elle a posé son sac à main, en faisant attention de ne pas le renverser. Je suis épuisé. Je vais prendre une douche et me coucher. Je l'ai regardé monter, j'ai remarqué que ses cheveux étaient déjà humides à la racine, j'ai remarqué la légère ecchymose sur son cou que son anti-cerne ne parvenait pas tout à fait à cacher, j'ai remarqué qu'elle portait ses talons à la main au lieu de les avoir aux pieds. Après sa douche, sa 2e de la soirée apparemment, elle a embrassé mon front et est allée se coucher. Je suis resté seul dans notre cuisine, dans la maison que j'avais rénovée de mes propres mains, à la table que j'avais construite en bois de récupération, et j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé « Détective privé près de chez moi ». Les résultats de la recherche se sont affichés rapidement. Discret, confidentiel, expérimenté. Des mots qui promettaient des réponses à des questions que je n'étais pas sûr de vouloir poser, mais que je devais connaître. Mon doigt a plané au-dessus de la souris. Une fois que j'aurais cliqué, il n'y aurait plus de retour en arrière. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être refermées. J'ai pensé au jour de notre mariage, à Claire en blanc, promettant de renoncer à tous les autres. J'ai pensé à la confiance, aux vœux, à la différence entre la paranoïa et la préparation. Puis j'ai repensé à cette ecchymose sur son cou. J'ai cliqué sur le premier résultat et j'ai commencé à remplir le formulaire de contact. Nom, numéro de téléphone, brève description des services requis. L'email de confirmation est arrivé avec un léger ping qui a semblé plus fort qu'il n'aurait dû dans la cuisine vive. Quoi que je découvre, il n'y avait pas de retour possible après cet instant. Les fondations de mon mariage étaient déjà fissurées. Maintenant, j'allais découvrir si elles pouvaient être réparées, ou si elles devaient être entièrement démolies. À ce moment-là, je pensais avoir tout compris. J'avais tort. J'ai fermé l'ordinateur et je suis monté dans notre chambre. Claire dormait déjà, tournée de l'autre côté du lit, son téléphone en charge sur sa table de nuit, protégé par un mot de passe et rempli de secrets. Je me suis allongé à côté de ma femme depuis 5 ans et je me suis demandé quand elle était devenue une étrangère. Je me suis demandé si elle avait jamais été autre chose. Je me suis demandé quel prix j'allais payer pour la vérité. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être refermées. Mais certaines portes doivent être pulvérisées.
l'agence du détective se trouvait au-dessus d'un pressing, dans une petite zone commerciale que personne ne remarquait. L'endroit parfait pour une entreprise bâtie sur l'invisibilité. Nicolas Girard, ancien inspecteur de police, 15 ans à voir des mariages implosés. Il ne jugeait pas. Il ne réconfortait pas. Il livrait simplement la vérité, documentée et horodatée. « J'ai besoin de 4 choses de votre part », dit-il en faisant glisser un formulaire sur son bureau encombré. Son emploi du temps, les informations sur son véhicule, l'adresse de son lieu de travail, et 2 semaines de paiement d'avance. En espèces de préférence. J'étais venu préparer 3 000 € en billets de 100, retirés sur plusieurs jours à différents distributeurs. De l'argent de petits chantiers que Claire ne connaissait pas. Des rénovations de salles de bain le week-end, des réparations d'urgence. Mon fonds pour les mauvais jours était devenu un abri anti-tempête. C'est complet, dis-je en lui tendant le planning quotidien de Claire, détaillé comme un plan d'architecte. Yoga les mardis et jeudis à 6 h, bureau à 8h30, déjeuner généralement sur place sauf réunion client. Heure de départ le soir très variable ces derniers temps. Nicolas a étudié les informations avec un détachement professionnel. Les liaisons suivent des schémas. Hôtel entre midi et 14 h, parking souterrain après 18 h, séminaire de week-end qui n'apparaissent pas sur les calendriers de l'entreprise. J'aurai des résultats préliminaires d'ici une semaine, un dossier complet dans 2, a-t-il expliqué. Complet à quel point, ai-je demandé. Photo, heure, lieu, plaque d'immatriculation, note d'hôtel si accessible. Tout ce dont vous avez besoin pour une procédure de divorce, a-t-il répondu. Il a fait une pause. Vous envisagez de divorcer ? J'envisage la vérité, ai-je répondu. Il a hoché la tête, compréhensif. La vérité a parfois un coût supplémentaire. La douleur, elle, est toujours gratuite, a-t-il dit. Ces 2 semaines se sont étirées comme une corde de piano, tendue et vibrante d'une tension que je ne pouvais pas laisser paraître. Chaque matin, j'embrassais Claire pour lui dire au revoir, goûtant sa tromperie comme du cuivre sur ma langue. Chaque soir, je lui demandais comment s'était passée sa journée, écoutant des mensonges superposés à la vérité. Le nom de Vincent apparaissait maintenant dans une phrase sur 3, audacieux et sans honte. Au travail, je suis devenu obsessionnel. Chaque mesure exacte, chaque angle parfait, chaque jointure impeccable. Mon chef d'équipe, Michel, 23 ans dans le métier, l'a remarqué. Tu coupes le bois comme s'il te devait de l'argent, a-t-il observé pendant la pause déjeuner. Juste concentré, ai-je répondu. La concentration, c'est tout. Quoi que tu traverses, gère ça proprement. J'ai vu trop d'hommes gérer ça salement, m'a-t-il conseillé. J'ai pensé à ce mot, proprement. Rien dans tout ça ne me semblait propre, mais ce serait précis, méthodique, documenté. 10 jours plus tard, Nicolas a appelé. Un café sur les quais. Dans 20 minutes, a-t-il dit. J'ai dit à Michel que j'avais un rendez-vous chez le dentiste, j'ai traversé la ville, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Nicolas était déjà là, une enveloppe Kraft épaisse comme une brique à côté de son café noir. Ça ne va pas vous plaire, a-t-il prévenu en faisant glisser l'enveloppe sur la table en formica. Mais vous devez voir ça. Mes mains étaient stables quand je l'ai ouverte. 20 ans dans le bâtiment vous apprennent à contrôler votre corps même quand votre esprit hurle. La première photo m'a coupé le souffle. Claire entrant à l'hôtel Sofitel de la Défense, mardi, 12h47. La main de Vincent Laurent posée dans le creux de son dos, un geste possessif et familier. La deuxième photo, eux à la réception, elle riant à quelque chose qu'il venait de dire. La troisième, sortant 3 heures plus tard, ses cheveux différents, son maquillage estompé, sa cravate à lui desserrée. Je les ai toutes regardées, méthodiquement. Plusieurs hôtels en 2 semaines. Sa Mercedes dans des parkings souterrains vides, les vitres embuées. Une salle de réunion après les heures de bureau, Claire assise sur le bord du bureau, la jupe relevée, Vincent entre ses jambes. Tous deux riant comme s'ils venaient d'inventer le bonheur. La dernière série m'a anéanti. Vincent pressant Claire contre sa voiture. Ses doigts dans ses cheveux poivre et sel, ses mains agrippant sa taille comme si elle lui appartenait. Le baiser était affamé, désespéré, rien à voir avec les baisers mécaniques qu'elle me donnait. Il y a plus, a dit Nicolas calmement.
Il a sorti un rapport dactylographié. Vincent Laurent, 45 ans, marié depuis 17 ans. Sa femme s'appelle Isabelle, 2 filles, 14 et 16 ans. Il gagne 3 fois le salaire de votre femme. Ce n'est pas sa première liaison, selon mes sources, mais votre femme semble spéciale. Ils ne sont pas discrets au bureau. Déjeuner en tête-à-tête, réunion prolongée, blagues privées. Les gens remarquent. Sa femme, ai-je demandé. Elle ne semble pas au courant. C'est une infirmière en pédiatrie, elle apparaît dans les pages mondaines pour des œuvres de charité. Elle entraîne l'équipe de foot de ses filles, m'a-t-il informé. J'ai étudié la photo de Laurent. Bel homme, d'une manière douce et coûteuse. Il n'avait probablement jamais fait sa propre vidange, jamais fendu de bois, jamais ressenti la satisfaction du travail physique. Tout chez lui était théorique, abstrait, à effet de levier. C'est suffisant, ai-je demandé. Pour un divorce ? Plus que suffisant. Ce niveau de documentation influencera considérablement le partage des biens. Un divorce pour faute sera facile à prouver. Les juges n'apprécient pas ce degré de tromperie, a confirmé Nicolas. Continuez la surveillance. Encore une semaine, ai-je ordonné. Nicolas a haussé un sourcil. Vous êtes sûr ? Vous avez ce qu'il vous faut. Je veux tout. Ses habitudes, l'emploi du temps de sa femme, leur routine, tout, ai-je insisté. On passe de la documentation à autre chose, là, a-t-il observé. Oui, ai-je reconnu. C'est exact. Ce soir-là, j'ai installé de nouvelles serrures sur les caisses à outils de mon atelier. L'enveloppe a trouvé sa place dans le tiroir du bas, sous les papiers de garantie et les manuels d'instruction. La preuve enterrée sous le banal, comme la trahison de Claire enterrée sous la routine. Elle est venue à l'atelier vers 21 h, un verre de vin à la main, portant une de mes vieilles chemises en flanelle et rien d'autre. Une manœuvre qui aurait fonctionné 6 mois plus tôt. Tu as été distant, a-t-elle dit en passant ses doigts sur mon établi. Tout va bien ? J'ai regardé ma femme, cette femme avec qui j'avais bâti une vie et qui détruisait systématiquement tout ce que nous avions créé, et j'ai souri. Juste fatigué. Un gros projet à rendre bientôt, ai-je répondu. Elle s'est approchée, son haleine de vin et ce nouveau parfum. Peut-être que tu as besoin de te détendre, a-t-elle suggéré. Sa main a touché ma poitrine. Vincent dit que le stress est le tueur de l'esprit. Il m'a recommandé cette application de méditation. Vincent dit beaucoup de choses, n'est-ce pas, ai-je interrompu. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la peur ? De l'excitation ? Il est brillant en psychologie d'entreprise. En fait, tu l'aimerais bien, a-t-elle insisté. J'en suis sûr, ai-je répondu sèchement. Elle m'a embrassé alors, avec un goût de merlot et de mensonge. Je lui ai rendu son baiser, en pensant aux photos à 1 mètre de là, en pensant à elle riant dans cette salle de réunion, en pensant aux mains d'un autre homme sur ce que je croyais être à moi. Viens te coucher, a-t-elle murmuré. Encore quelques minutes. J'ai presque fini ici, ai-je répondu. Elle est partie, déçue mais pas méfiante. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à écrire. Inventaire des biens, numéro de compte, rendez-vous de consultation chez l'avocat, devis pour un système de sécurité, spécification pour un coffre-fort à armes. J'ai travaillé jusqu'à 2 h du matin, planifiant la démolition contrôlée de mon mariage. D'abord les fondations, puis les piliers, puis les murs, jusqu'à ce qu'il ne reste que des décombres et la vérité. Claire dormait quand je suis finalement monté me coucher, recroquevillée loin de moi, son téléphone serré même dans ses rêves. J'ai regardé le plafond en pensant au prochain rapport de Nicolas, à la femme de Laurent qui ne savait rien, aux 2 filles qui allaient perdre la réputation de leur père. J'ai pensé aux dommages collatéraux et j'ai décidé que je m'en fichais. Elle avait fait son choix. Maintenant, tout le monde allait vivre avec les conséquences. Ce que j'allais découvrir ensuite dépassait tout ce que j'avais imaginé. Le cabinet de mon avocate occupait le 20e étage d'une tour du centre-ville, tout en verre et en ambition. C'est Tony, de mon équipe, qui m'avait recommandé maître Sophie Bernard. Son frère avait tout perdu dans son divorce jusqu'à ce que Sophie reprenne le dossier. C'est une tueuse en tailleur Chanel, avait-il dit. Elle vaut chaque centime.
Sophie a examiné mes preuves avec l'intensité d'un ingénieur en structure examinant des plans. C'est une documentation exceptionnelle. La plupart des clients apportent des soupçons. Vous apportez des preuves, a-t-elle observé. Qu'est-ce que cela signifie pour le divorce, ai-je demandé. Tout. Une infidélité à ce niveau, avec cette documentation, c'est un divorce pour faute caractérisée. Cela influencera considérablement la prestation compensatoire. La maison, achetée avant le mariage mais dont le titre est à nos deux noms, c'est complexe. Mais avec des preuves aussi solides, nous avons un énorme levier, a-t-elle expliqué. Nous avons passé 3 heures à cataloguer nos biens. La maison, un crédit de 420 000 € presque remboursé. 2 véhicules. Des comptes épargne-retraite. Le compte joint que Claire vidait lentement, par petits virements. 500 € par-ci, 800 € par-là, vers un compte dont j'ignorais l'existence. C'est légal, a expliqué Sophie. Un compte joint est un compte joint, mais cela montre une intention. Elle prépare sa sortie. Et la prestation compensatoire, ai-je demandé. Sophie a sorti ses calculs. Avec ses revenus supérieurs aux vôtres de 40%, vous pourriez y prétendre. Cela la blesserait. Non, je ne veux pas de son argent. Je veux qu'elle n'ait rien de ce qui est à moi, ai-je déclaré fermement. Sophie a souri, un sourire aussi tranchant qu'une lame. Alors nous protégeons vos actifs. Tout ce qui est prénuptial reste à vous. La maison deviendra le champ de bataille, a-t-elle dit. Je gagnerai cette bataille, les jeux assurés. Avec ses preuves. Oui, vous la gagnerez, a-t-elle confirmé. L'installation du système de sécurité a pris un week-end. J'ai dit à Claire que c'était à cause des récents cambriolages dans le quartier. C'était en partie vrai, 3 maisons visitées le mois dernier. Ça me semble excessif, a-t-elle commenté en me regardant monter les caméras. Nous n'avons rien qui vaille la peine d'être volé. La tranquillité d'esprit a de la valeur, ai-je répondu. 8 caméras au total. Chaque entrée, le salon, la cuisine, le couloir, l'allée. Sauvegarde sur le cloud, activation par le mouvement, capacité d'enregistrement audio. Je les ai installés moi-même, assurant des angles parfaits, testant les lignes de mire comme un tireur d'élite. L'application permet de surveiller depuis n'importe où, lui ai-je expliqué en lui montrant l'interface. Regarde. Tu es en train de te faire un café. Elle a fait un signe à la caméra, enjouée. Si elle avait su ce que ces caméras allaient capturer, elle aurait brisé chaque objectif. Le coffre-fort pour armes est arrivé jeudi. Serrure biométrique, résistant au feu, boulonné au sol du placard. Mon Glock 19, acheté des années plus tôt dans le cadre de ma licence de tir sportif, nettoyé et entretenu chaque semaine. Le permis à jour, l'entraînement documenté, tout était légal. Depuis quand es-tu un fanat d'armes, a demandé Claire en me trouvant en train d'organiser les munitions. Depuis que les cambriolages ont augmenté. Mieux vaut prévenir que guérir, ai-je répondu. Vincent pense que les armes sont une compensation pour, a-t-elle commencé. Je me fiche de ce que Vincent pense, les jeux coupés. Elle m'a étudié, quelque chose de calculateur dans son expression. Tu as changé dernièrement. Plus dur, a-t-elle observé. Le stress du travail, ai-je dévié. Peut-être qu'on devrait voir quelqu'un. Une thérapie de couple, a-t-elle suggéré. J'ai failli rire. Bien sûr, organise ça, ai-je dit. Elle ne l'a jamais fait. La surveillance continue de Nicolas a révélé des schémas dans les schémas. Claire et Laurent se voyaient systématiquement les mardis et jeudis, plus les samedis où elle prétendait avoir des séminaires clients. Les hôtels variaient, mais le timing non. 2 à 4 heures. Parfois le service en chambre, partant toujours séparément. Mais l'information la plus précieuse est venue de manière inattendue. La femme de Laurent, Isabelle, avait des horaires réguliers à l'hôpital pour enfants. Leur fille était dans une école privée, avec entraînement de foot les lundis et mercredis. Laurent, lui, vivait dangereusement, utilisant sa carte de société pour les hôtels, faisant passer les repas avec Claire comme dû au développement client. Il est arrogant, a observé Nicolas. Il se croit intouchable. C'est exploitable.
J'ai tout documenté dans un cahier, croisant les informations avec les relevés bancaires, créant des chronologies. Des preuves de ma présence à la maison, des tickets de caisse, des SMS, des photos de dîner que j'avais cuisiné et envoyé à Claire pendant qu'elle travaillait tard. Si elle essayait de me dépeindre comme absent ou négligent, j'aurais la preuve du contraire. Claire est devenue plus audacieuse au fil des semaines. Elle mentionnait Vincent constamment maintenant, testant les limites. Le mariage de Vincent est pratiquement terminé, a-t-elle annoncé un soir, sans raison apparente. Il reste pour ses filles, mais il n'y a plus d'amour. C'est triste, ai-je commenté, sans lever les yeux de mon ordinateur. Vraiment ? Peut-être que c'est plus triste de faire semblant. Peut-être que l'honnêteté est préférable, même si ça fait mal, a-t-elle insisté. Ça dépend de l'honnêteté, ai-je répliqué. Elle s'est approchée, son verre de vin à la main. Toujours du vin maintenant, le courage liquide. Et si quelqu'un voulait quelque chose de différent ? Quelque chose de plus excitant, a-t-elle demandé. Alors il devrait le demander, ai-je répondu simplement. Et s'il avait peur, a-t-elle continué. Je l'ai regardée à ce moment-là. Vraiment regardée. Elle préparait le terrain, rassemblant son courage ou sa justification. La peur n'est qu'un autre problème à résoudre. Tu l'identifies, tu planifies une solution, tu l'exécutes, ai-je expliqué. Elle a hoché la tête, déçue par mon pragmatisme. Elle voulait de la philosophie, elle a eu de l'ingénierie. Cette nuit-là, elle a testé une autre limite. Envisagerais-tu une relation libre, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu immédiatement. Juste non. Pas de discussion, a-t-elle insisté. Pas besoin de discussion. Je crois au contrat. Le mariage est un contrat. Les termes étaient clairs, ai-je déclaré. Les contrats peuvent être renégociés, a-t-elle argumenté. Ou résiliés, ai-je contré. Elle a tressailli à cette réponse, mais s'est reprise. Vincent dit que la monogamie est une construction sociale, a-t-elle commencé. Je me suis levé, la conversation était terminée. Claire, je vais le dire une seule fois. Je me fiche des théories de Vincent sur le mariage, la société, ou quoi que ce soit d'autre. Si tu veux renégocier notre mariage, prends un avocat. Si tu veux autre chose, voilà la porte, ai-je dit fermement. Je parlais juste. C'est théorique, a-t-elle fait marche arrière. Rien dans le mariage n'est théorique. Soit ça marche, soit ça ne marche pas, ai-je conclu. Elle a laissé tomber, mais j'ai vu la décision se cristalliser dans ses yeux. Elle ne demandait plus la permission. Elle construisait une justification pour quelque chose qui était déjà décidé. La phase finale a commencé lorsque j'ai créé des sauvegardes de la documentation. Chaque SMS sauvegardé, chaque email archivé, chaque reçu catalogué. J'ai ouvert un coffre-fort dans une banque que Claire ne connaissait pas, y stockant des copies. Si elle essayait de détruire les preuves, j'avais des redondances. Un soir, j'étais assis dans mon utilitaire devant notre maison, regardant à travers les caméras de sécurité Claire se déplacer dans notre cuisine. Le téléphone collé à l'oreille, elle gesticulait de manière animée. Laurent, certainement. Elle riait, la tête en arrière, libre d'une manière qu'elle n'était plus jamais avec moi. J'ai activé l'audio, écoutant sa partie de la conversation. Jeudi, ça marche, disait-elle. Non, il ne se doutera de rien, puis en riant, Vincent, tu es terrible. J'ai hâte. Le piège était parfait. Les caméras positionnées, les preuves documentées, l'avocate préparée, les actifs protégés. Tout ce dont j'avais besoin, c'était le moment du déclenchement. Et Claire s'en approchait à chaque choix imprudent. Elle pensait planifier sa libération. En réalité, elle était l'architecte de sa propre destruction. Chaque SMS, chaque rendez-vous, chaque mensonge ajoutait un barreau à la cage qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de construire. J'ai mis le contact, j'ai fait le tour du pâté de maison une fois de plus, puis je me suis garé dans le garage. Claire m'a accueilli à la porte, m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai joué mon rôle, mari fatigué, cocu ignorant, aveugle à la trahison. Le dîner est au four, m'a-t-elle informé. J'ai un appel tardif avec Vincent pour le projet Horizon.
Un jeudi soir, ai-je demandé. Grosse présentation demain. Il faut que ce soit parfait, a-t-elle expliqué. Bien sûr, ai-je dit. Elle a disparu à l'étage. Je me suis assis à la table de la cuisine, au même endroit où j'avais engagé le détective, et j'ai souri. Elle n'avait aucune idée qu'elle vivait dans un état de surveillance personnelle. Aucune idée que chaque baiser, chaque mensonge, chaque appel secret constituait le dossier contre elle. La question n'était pas de savoir si elle ferait l'erreur fatale. C'était de savoir quand. Jeudi, 18h17. Je me souviens de l'heure exacte car j'ai vérifié mon téléphone avant de franchir la porte du garage. Deezer a installé des systèmes de climatisation industrielle, couverts de poussière et de fibres d'isolant, épuisés de cette manière satisfaisante qui vient du travail honnête. La Mercedes dans mon allée m'a stoppé net. Noire, rutilante, encore avec les plaques du concessionnaire. Je connaissais cette voiture grâce aux photos de surveillance. Mon pouce est stabilisé. C'était le moment. Je suis entré par le garage, laissant tomber mon sac de travail délibérément bruyamment. Pour qu'il sache que j'étais rentré. Pour qu'il panique ou qu'il tienne bon. Dans tous les cas, les caméras enregistraient. Ils étaient dans le salon. Claire sur le canapé, Vincent Laurent à côté d'elle, avec cette proximité étudiée des entreprises. Ils ne se touchaient pas tout à fait, mais étaient intimement proches. Elle s'est levée quand je suis entré, et j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une arrogance froide. Laurent s'est levé aussi, se positionnant légèrement en avant. Protecteur ou possessif, avec des hommes comme lui, il n'y a pas de différence. Son costume coûtait probablement plus que ce que je gagne en une semaine. Main douce, ongles manucurés, le genre d'homme qui n'avait jamais donné un vrai coup de poing. Julien, dit Claire, la voix artificiellement calme. Il faut qu'on parle. J'ai hoché la tête, sans rien dire, et je me suis assis dans mon fauteuil en face d'eux. Les caméras captaient chaque angle. J'ai gardé une expression neutre, les mains visibles, sans menace. Je les laissais se pendre eux-mêmes. Claire a pris une profonde inspiration. Elle avait répété ce discours. Je suis malheureuse. Nous le sommes tous les deux. Tu dois le sentir, la distance, la routine. Nous sommes des colocataires, pas des amants, a-t-elle commencé. Je n'ai toujours rien dit. Le silence est un outil. La plupart des gens ne le supportent pas. J'ai trouvé quelque chose avec Vincent, a-t-elle poursuivi, enhardie par mon calme. Quelque chose d'excitant, de passionné. Ce que nous avions, c'est fini depuis des mois. Des années, ajouta Laurent, bien qu'il ne connaisse ma femme que depuis 6 mois tout au plus. Claire lui a jeté un regard, mais a continué. Je ne veux pas te faire de mal. Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé, la voix égale. Elle a jeté un coup d'œil à Laurent, pour rassembler son courage. Je veux de l'honnêteté. Je veux que nous reconnaissions ce qu'est réellement ce mariage. Un partenariat. Financier, domestique, mais émotionnellement, romantiquement, cette partie a besoin de liberté, a-t-elle expliqué. De liberté, ai-je répété. Un mariage libre, a-t-elle dit rapidement. Vincent et moi continuerons à nous voir ouvertement. Il viendra ici, nous aurons notre temps, mais je serai toujours ta femme. La maison, notre vie ensemble, tout ça continue. Juste. Élargi. L'audace était à couper le souffle. Je me suis légèrement penché en avant. À quelle fréquence, ai-je demandé. Quoi, a-t-elle répondu, confuse. À quelle fréquence Vincent viendrait-il chez moi, ai-je précisé. Elle s'est éclaircie, prenant mes questions pour une négociation. 2 fois par semaine ? Peut-être le samedi parfois. Nous serions discrets, a-t-elle offert. Mais pas secret, ai-je insisté. Non. C'est tout l'intérêt. L'honnêteté, a-t-elle confirmé. Et si je refuse, ai-je demandé. Son expression s'est durcie. Alors nous divorcerons. Et Julien, je te promets que ce sera brutal. J'ai des ressources que tu n'as pas. Des avocats qui dévorent les chefs de chantier au petit déjeuner. Tu perdras la maison, la moitié de ta retraite,
et tu paieras probablement une prestation compensatoire malgré mon salaire. J'ai des relations, de l'influence. Je peux rendre ta vie professionnelle impossible. Permis de construire retardé, contrat remis en question, réputation détruite, a-t-elle menacé. Laurent s'est avancé, ajoutant sa propre menace. Sois intelligent, Julien. Claire t'offre un cadeau, en gardant ta vie intacte tout en acceptant la réalité. La plupart des hommes dans ta situation seraient reconnaissants, a-t-il dit avec condescendance. Ma situation, ai-je demandé. Regarde-toi. Et regarde-la. Tu es un prolo du bâtiment. Elle gravit les échelons de l'entreprise. Tu répares des chiottes. Elle façonne des stratégies. Tu pensais vraiment pouvoir la garder, a-t-il ricané. Je me suis levé lentement. Les deux se sont tendus. Attendez ici, ai-je dit. Je suis allé dans mon bureau, j'ai récupéré l'enveloppe Kraft de ma mallette. Je suis revenu et je l'ai laissé tomber sur la table basse avec un bruit sourd et satisfaisant. Avant de finir de me menacer, ai-je dit calmement, vous devriez voir ce que je sais. Claire l'a prise, confuse. J'ai regardé son visage se transformer à mesure qu'elle l'ouvrait. Les photos se sont déversées. Hôtel, voiture, salle de réunion, étreinte dans un parking, horodatage, date, lieu, des semaines de preuves. Qu'est-ce que c'est, sa voix s'est brisée. La vérité. Je sais tout depuis plus d'un mois. J'ai engagé un détective le soir où tu es rentré avec la marque d'un autre homme sur le cou. J'ai tout. Les hôtels, les heures, même tes relevés de carte de crédit pour de la lingerie que tu n'as jamais portée pour moi, ai-je révélé. Laurent a attrapé les photos, le visage rouge de colère. Tu nous as fait suivre ? Espèce de pathétique, a-t-il commencé. Documenté. Il y a une différence. Mon avocate a des copies. Mon coffre-fort aussi. Et le cloud, ai-je corrigé. C'est illégal, Laurent s'est avancé vers moi, agressif. Tu ne peux pas, a-t-il protesté. Je ne peux pas quoi ? Me protéger ? Documenter une infidélité ? Tout a été obtenu légalement. Espace public, aucune attente de vie privée, ai-je expliqué calmement. Tu crois que ça change quelque chose ? La voix de Claire est devenue venimeuse. Alors on a eu une liaison. Ça arrive tous les jours. J'aurai quand même la moitié au divorce, a-t-elle argumenté. Non. Vérifie le contrat de mariage que tu as signé, la clause de séparation de biens. Pour le reste, c'est un divorce pour faute. Tu n'auras rien de mes biens prénuptiaux. La maison ? Achetée avant le mariage. Ma retraite, protégée. Tu repartiras avec ce que tu as apporté, tes vêtements et ton petit ami, les jeux informés. Laurent s'est rapproché, les poings serrés. Écoute, espèce de col bleu de merde, a-t-il grogné. Arrête, ai-je ordonné, la voix glaciale. Réfléchis très attentivement à ton prochain geste. C'est une menace, a-t-il défié. C'est un conseil. Tu es dans ma maison, avec ma femme, en train de me menacer. Les caméras enregistrent tout. Votre liaison, l'ultimatum de Claire, ton agression. Tu veux vraiment ajouter une agression physique, les jeux prévenus. Laurent a ri, ce son arrogant de quelqu'un qui n'a jamais fait face aux conséquences. Des caméras ? Tu te crois malin ? Je les ferai saisir, déclaré irrecevable, a-t-il fanfaronné. Essaie, ai-je dit simplement. Il a craqué, me poussant violemment. J'ai reculé mais ne suis pas tombé. 20 ans de travail physique contre une vie de golf ? Il n'y avait pas match. Vincent, non, a prévenu Claire. Mais Laurent était au-delà de la raison, l'humiliation l'emportant sur l'intelligence. Il est revenu vers moi, le bras armé. J'ai sorti le Glock de ma ceinture, un geste fluide, répété. Laurent s'est figé en plein mouvement. Recule. Maintenant, ai-je ordonné. Tu ne tireras pas, a-t-il dit, mais sa voix vacillait. Je suis un détenteur légal d'armes en état de légitime défense, dans ma propre maison, contre un intrus agressif qui vient de m'agresser. Les caméras montreront que tu as attaqué le premier. Recule, ai-je répété.
Le visage de Laurent est passé par la rage, la peur, le calcul. Puis il a fait son erreur, s'élançant en avant, peut-être pour l'arme, peut-être juste par élan. J'ai tiré 2 fois. Cuisse droite, mollet gauche. Des tirs de neutralisation, pas des tirs mortels. Le son était catastrophique dans l'espace clos. Laurent s'est effondré en hurlant. Le sang s'est répandu sur mon parquet. Claire a hurlé aussi, se laissant tomber à côté de lui, les mains pressant les blessures. J'ai posé l'arme sur une étagère, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 17. Police nationale, j'écoute, a répondu l'opérateur. Ici Julien Moreau, 421 rue des Acacias. Je viens de tirer sur un intrus en état de légitime défense. Un homme, 2 blessures par balle aux jambes, conscient et respirant. Envoyez une ambulance et la police, ai-je rapporté calmement. L'arme est-elle en sécurité, a-t-il demandé. Oui. Je coopère entièrement, ai-je confirmé. Claire sanglotait, Laurent gémissait. Le sang s'accumulait autour d'eux, s'infiltrant dans le bois que j'avais personnellement posé. Comment as-tu pu, a hurlé Claire. Tu lui as tiré dessus. Tu as vraiment. Il m'a attaqué chez moi, après avoir avoué une liaison avec ma femme, après m'avoir menacé. Tout est enregistré, ai-je déclaré sèchement. Tu as planifié ça, a-t-elle accusé. Non, c'est toi qui as planifié ça. Tu l'as amené ici. Tu as fait des menaces. Il est devenu violent. Je me suis défendu. Port d'armes légal, réponse légale, ai-je corrigé. Julien, s'il te plaît, je suis désolé, c'était une erreur, a-t-elle supplié. L'erreur a été de penser que je serais une victime, ai-je dit froidement. La police est arrivée en 8 minutes. Je les ai accueillis à la porte, les mains visibles, calmes. J'ai expliqué la situation, montré mon permis de détention, les ai dirigés vers les caméras. La vidéo racontait l'histoire exactement comme je l'avais décrite. Menace, agression, légitime défense. Les secours du SAMU se sont occupés de Laurent pendant que Claire faisait sa déposition, essayant de déformer les faits. Mais la vidéo contredisait chaque mensonge. Laurent a été stabilisé, chargé dans l'ambulance, Claire le suivant jusqu'à ce qu'un officier l'arrête. Elle devrait faire une déposition complète au commissariat. Un officier plus âgé, des galons de brigadier-chef usés par l'expérience, a visionné les images sur mon téléphone. Légitime défense claire et nette. Vous devrez venir au commissariat, déposition officielle, mais sur la base de ça, il a haussé les épaules, vous avez fait ce qu'il fallait. Je sais, ai-je reconnu. Un conseil ? Prenez un bon avocat. Ce ne sera pas la fin de l'histoire, m'a-t-il conseillé. J'en ai déjà une, les jeux assurés. Alors qu'il traitait la scène, que le sang de Laurent était photographié et prélevé, que Claire était emmenée dans une voiture de police, je me suis assis sur les marches de mon Porsche. La nuit était fraîche, calme, à l'exception des crépitements des radios et des moteurs diesel. Mes mains étaient stables, ma conscience claire. La confrontation pour laquelle je m'étais préparé, que j'avais planifiée, était terminée. Claire voulait de l'excitation, elle a eu une catastrophe. Laurent voulait intimider, il a reçu des balles. Ils avaient tout misé sur le fait que je serais faible, prévisible, facile à vaincre. Ils avaient mal parié. La maison aurait besoin d'un nettoyage professionnel. Le parquet devrait peut-être être remplacé, le sang s'infiltre profondément dans le bois. Mais j'avais déjà reconstruit. Je pouvais reconstruire à nouveau. Le ruban de la police serait enlevé. Le sang serait nettoyé. Mais ce qui s'était passé dans mon salon ce soir-là résonnerait à jamais dans la vie de Claire et de Vincent. Je m'en étais assuré. Maintenant, il ne me restait plus qu'à les regarder s'effondrer, pièce par pièce. 3 mois plus tard, la poussière était retombée sur un nouveau paysage que j'avais soigneusement orchestré. Le divorce a été finalisé en un temps record. Maître Bernard a présenté notre cas, la documentation de surveillance, les relevés financiers, les enregistrements vidéo de la confrontation. La juge aux affaires familiales, une femme qui avait vu assez de mariages brisés pour reconnaître les schémas, a tout examiné avec un dégoût à peine dissimulé. Madame Moreau, a-t-elle dit en s'adressant à Claire, les preuves de l'infidélité sont accablantes.
Combiné à la tentative de coercition documentée en vidéo, je ne trouve aucun motif pour une prestation compensatoire. Le divorce pour faute est prononcé à vos torts exclusifs. Claire n'a rien obtenu. La maison est restée mienne, ma retraite intacte. Elle est repartie avec ses effets personnels, sa voiture, et ce qui restait sur son compte secret. Environ 12 000 €. Ce n'est pas juste, a murmuré Claire à son avocat, assez fort pour que je l'entende. Juste. Comme si quoi que ce soit dans la destruction de notre mariage avait été juste. La situation de Vincent Laurent s'est déroulée comme une démolition au ralenti. Je m'étais assuré que sa femme Isabelle reçoive tout, photos, vidéos, factures d'hôtel, le dossier complet de l'enquête. Nicolas le lui a livré personnellement à son bureau à l'hôpital, de manière professionnelle et discrète. La demande de divorce a été déposée dans la semaine. Isabelle n'était pas seulement brisée, elle était méthodique. 17 ans de mariage, elle a obtenu la maison, la moitié de tout, plus une pension alimentaire substantielle. Leurs filles ont pris le parti de leur mère. Les adolescentes ne pardonnent pas aux pères qui humilient leur mère. Mais je n'en avais pas fini avec Laurent. Le dossier de preuves que j'ai envoyé au conseil d'administration de son entreprise était complet. Relations superviseur-subordonné, utilisation abusive des ressources de l'entreprise, violation de l'éthique documentée sur 4 mois. Le monde de l'entreprise qui, selon Laurent, le protégeait, est devenu cannibale. Il a été licencié pour faute grave, sans indemnité, sans lettre de recommandation, sa réputation professionnelle réduite en cendres. Le licenciement de Claire a suivi 2 jours plus tard. Comportement inapproprié, ont-ils appelé ça. Dans le milieu des affaires, les nouvelles se répandent comme une traînée de poudre. En quelques semaines, tous deux étaient professionnellement grillés. L'enquête sur les tirs s'est conclue par un non-lieu. Légitime défense évidente, a déterminé le procureur de la République. La propre déclaration de Laurent, faite depuis son lit d'hôpital, a confirmé qu'il avait été l'agresseur. Les images de sécurité étaient irréfutables. La convalescence de Laurent a pris des mois. Les 2 opérations ont réussi, mais les lésions nerveuses étaient permanentes. Il marche maintenant avec un boitement prononcé, la douleur chronique étant sa compagne constante. Les factures de kinésithérapie ont à elles seules anéanti ce qui restait de ses finances après le divorce. Il a tenté une action au civil, usage excessif de la force, préjudice moral. Son avocat s'est retiré après avoir visionné les enregistrements. Aucun avocat ne voulait plaider qu'un homme qui avait attaqué quelqu'un chez lui méritait une compensation pour s'être fait tirer dessus. Claire a essayé de me contacter plusieurs fois. Des SMS auxquels je n'ai pas répondu. Des emails que j'ai supprimés. Elle est apparue sur des chantiers à 2 reprises avant que je ne la fasse expulser par la sécurité. La dernière fois, elle avait l'air vide, les vêtements de marque remplacés par des basiques de grande surface. La BMW échangée contre une Honda d'occasion, le vernis avait disparu. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle travaillait dans la vente au détail dans un centre commercial à 60 km de là. De la stratégie d'entreprise au pliage de vêtements. Une chute dévastatrice. Laurent aurait déménagé dans une autre région, prenant des missions en freelance, vivant dans un 2 pièces. Leur grande passion, qui semblait valoir la peine de tout détruire, n'a pas survécu aux décombres qu'elle a créés. J'ai vendu la maison 6 mois après le divorce. Trop de fantômes hantaient ces couloirs. Le nouvel endroit est plus petit, plus net. Une construction neuve sans souvenirs incrustés dans les murs. J'ai fait les rénovations moi-même. Un jour, des amis ont suggéré des rendez-vous arrangés. J'ai accepté quelques dîners. Des femmes agréables qui méritaient quelqu'un sans mon passif. J'étais honnête sur mon divorce, vague sur les détails. La confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas facilement. J'ai gardé une seule photo du mariage, le jour de notre mariage. Nous deux, jeunes et croyants à l'éternité. Elle est dans un tiroir verrouillé que j'ouvre rarement, la preuve de qui j'étais. Cet homme-là est mort dans mon salon la nuit où Claire a amené Vincent Laurent chez moi. L'homme qui a émergé est différent, plus dur, stratégique. Je surveille les signes maintenant. Les téléphones verrouillés, les nouveaux parfums, les changements soudains. C'est peut-être de la paranoïa, ou peut-être une sagesse acquise dans la douleur. La dernière fois que j'ai vu Claire, c'était au tribunal pour finaliser les papiers. Elle avait l'air diminuée.
L'assurance qui commandait autrefois des salles entières était complètement éteinte. Elle a essayé de parler. J'ai tourné le dos avant la première syllabe. Il n'y avait plus rien à dire. Elle voulait un mariage libre, pensait pouvoir dicter les termes. Au lieu de cela, elle a été exposée, divorcée, détruite. Laurent voulait m'intimider chez moi. Au lieu de cela, il a eu 2 balles, un boitement permanent et une vie ruinée. Ils avaient tout misé sur ma faiblesse. Ils ont tout perdu en apprenant que je n'étais pas faible. Je m'appelle Julien Moreau. Je répare des choses pour gagner ma vie. Quand mon mariage s'est brisé au-delà de toute réparation, je n'ai pas essayé de le réparer. Je l'ai entièrement démoli, puis j'ai construit quelque chose de mieux sur les décombres. Quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Quelque chose que personne ne pourra plus jamais me prendre. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner pour découvrir de nouveaux récits chaque jour. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.